Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est la deuxième émission qu'on a cette année et cette fois-ci, nous sommes avec Monsieur Henri Djombo, ministre congolais de l'économie forestière et du développement durable. On va parler de l'économie forestière, du développement durable et bien sûr de la politique. Mais cette interview va avoir un angle plus développé sur l'économie durable et la politique viendra peut-être pour conclure. Donc dans un instant, vous auriez l'interview avec le ministre Henri Djombo. Monsieur Henri Djombo, soyez les bienvenus dans notre émission. Bonjour. Bonjour. Et je vous rappelle que vous êtes le second invité de cette année et c'était un honneur pour moi personnellement et pour l'ensemble de l'équipe de vous recevoir. Pour moi aussi, c'est un honneur d'être reçu sur votre plateau. Merci monsieur. Alors monsieur le ministre, comme j'ai annoncé tantôt, le plus souvent nous aimons toujours parler beaucoup de la politique. Vous êtes quand même un homme politique, oui on ne refuse pas, mais on vous connaît beaucoup dans la littérature et puis aussi votre lutte acharnée pour le développement durable. Ce n'est pas par hasard que vous êtes à la tête de ce ministère de l'économie forestière et du développement durable du Congo. Alors, comment se porte ce secteur au Congo? Oui, c'est une question qui est très vaste. Je dirais que l'économie forestière congolaise est en bonne santé. Elle est en bonne santé et est en train de cheminer vers la promotion de l'économie verte. Parce que l'ensemble des activités forestières retournent de cette économie, participent de cette économie et la gestion durable des forêts que le président de la République a instaurée dans notre pays depuis 1998, elle a comme le projet essentiel qui garantit la durabilité de nos forêts et l'utilisation de la forêt comme un instrument du développement, comme un pan important de notre économie. Et dans le cadre de sa diversification, l'économie forestière doit donner le plus d'activités possibles qui viennent élargir cette économie. D'accord. Monsieur le ministre, bon, la fois dernière, c'était l'année passée. Et puis nous avons le développement durable de l'autre côté qui ne concerne pas que le secteur forestier, mais c'est un concept transversal qui concerne tous les secteurs de la vie. Oui. Si le développement durable est parti des grands sommets des Nations Unies pour montrer la voie aux pays en développement, pour qu'ils puissent épouser des stratégies qui les conduisent à un avenir maîtrisé. Aujourd'hui, après Rio+20, nous pouvons nous dire que les États ont l'obligation de se doter de stratégies nationales de développement durable afin que tous les secteurs de la vie s'y mettent. Tous les secteurs de la vie doivent assurer leur durabilité. Et cette durabilité, au niveau national, est mise en cohérence à travers une planification stratégique des actions, des projets, des programmes et ainsi de suite sur le moyen et le long terme. Et nous avons l'obligation de concevoir les outils qui nous permettent de vulgariser ce concept auprès du grand public, auprès des décideurs, pour que à tous les niveaux, au niveau de ces décideurs, des administrations, des entreprises, des collectivités locales, de la société civile, du citoyen, chacun situe sa responsabilité, que chacun puisse savoir en quoi il est acteur du développement durable et comment il doit jouer désormais pour s'assumer. Donc nous théorisons à la fois sur le développement durable, mais en même temps que nous sensibilisons les acteurs sur
l'importance sur l'importance de leur stratégie, de leurs actions, de leurs projets dans le cadre de ce développement. D'accord, bien expliqué, mais je veux vous poser... Oui. Nous avons prévu justement la tenue à la fin de ce trimestre, Oui. du premier trimestre, du Forum national sur le développement durable, qui va rassembler tous les acteurs du pays. D'accord. Pour que nous puissions valider la stratégie nationale de développement durable du Congo. Je vais vous poser une autre question que beaucoup des chercheurs ou des experts de ce secteur du développement durable se posent, ou même d'autres personnes. Est-ce possible de concilier le développement ou la modernisation industrielle ou moderne et le souci de préserver notre environnement ou le développement durable que vous défendez? Oui, mais justement, le développement durable, c'est la prise en compte des trois dimensions de ce développement, l'économique, parce que nous avons besoin d'activités économiques qui génèrent des ressources, qui puissent développer des activités dans tous les secteurs de la vie. Mais toutes ces activités, tous les projets qui vont être lancés doivent obéir au respect de l'environnement. Parce que si nous détériorons notre environnement, il n'y aura pas de richesse durable. Nous allons, à un moment ou à un autre, épuiser les ressources et ne plus disposer de la base qui a permis d'enrichir le pays. Donc, le pays va se paupériser. Donc ça va être le phénomène inverse. Puis l'homme doit être placé au cœur des préoccupations de toute politique économique. Et en ce moment-là, il faut créer les conditions pour que l'homme qui est acteur et bénéficiaire du développement durable sente s'améliorer son bien-être et que par lui-même, il puisse contribuer à l'amélioration de ce bien-être. C'est tout cela, c'est cette conciliation des trois piliers du développement qui nous garantit justement le fait qu'on ne va pas épuiser, on ne va pas exploiter anarchiquement les ressources naturelles, on ne va pas continuer à polluer, on ne va pas négliger l'homme dans les politiques nationales et que la prise en compte normale de ces trois dimensions assure le développement durable. D'accord. Mais monsieur le ministre... Donc, oui. Nous exploitons les ressources naturelles au service du développement et de la société, mais il faut que cette exploitation se fasse de la manière rationnelle. Prenons des secteurs émissifs, des secteurs polluants. Il faut faire de sorte qu'ils puissent adopter, acquérir des technologies nouvelles qui réduisent la pollution, qui réduisent les nuisances, et ainsi de suite. Oui, mais il y a des gens qui pensent que adopter ces mesures que vous voulez, par exemple, de réduire l'émission, de réduire la pollution, coûte excessivement cher et peut aussi ralentir la croissance économique, parce que les pays du Nord disent en particulier les États-Unis et les autres pays qui sont contre, par exemple, le traité de Kyoto. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous appartenons à la même planète, la planète Terre. Nous sommes confrontés aux mêmes défis. Celui qui croit que en polluant, il va continuer à développer sa croissance se trompe. Les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère vont réchauffer l'atmosphère, vont réchauffer l'air. Et il va avoir plus de sécheresse, il va avoir l'assèchement de rivières, il va avoir une perte accélérée de biodiversité, et puis les matières premières qui servent justement à ce développement vont s'épuiser elles-mêmes, et après nous allons nous retrouver dans une catastrophe qui ne sera pas que écologique, mais aussi économique.
et sociale grave. Si depuis la période pré-industrielle qui est autour de 1850-1870 jusqu'à ce jour, il y a eu une augmentation de la température moyenne globale de 0,5 degrés. Regardez dans quelles conditions climatiques nous vivons aujourd'hui. Regardez les catastrophes naturelles qui sont dues justement au changement climatique. Pour 0,5 degrés Celsius. Mais lorsque, d'ici à 2050, donc dans 35 ans, nous aurons augmenté la température moyenne de 2 degrés et plus, ou de 5 degrés, c'est-à-dire 10 fois plus que ce qui s'est passé depuis la période pré-industrielle, quelle sera la température au Congo? Les glaciers vont fondre tous, le niveau des mers va monter, il y aura des inondations. Prenez la ville de New York, vous avez vu ce qui s'est passé avec les ouragans. Mais la ville sera totalement sous l'eau, peut-être de 6 mètres sous l'eau. Sans compter les pays insulaires qui vont disparaître totalement. Mais qui a un tel projet machiavélique? Alors c'est pourquoi la planète se réunit pour décider afin que tous les États prennent des mesures responsables. Les pays industrialisés doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre à des niveaux scientifiquement retenus pour chacun d'eux. Il faut qu'ils réduisent leur niveau d'émission pour qu'on maintienne la température, pas à une évolution, à une augmentation de 0,5 degrés, mais de 2 degrés, ce qui est déjà grave. Est-ce que c'est possible ça, monsieur le ministre? C'est possible, c'est une question de volonté politique. Il faut que les pays industrialisés accèdent à l'exigence de l'ensemble de la communauté mondiale. Et monsieur le ministre, sans vous interrompre, pour réduire leurs émissions, ils doivent y parvenir. Ils doivent y parvenir. Ils doivent adopter de nouvelles technologies. D'accord. Et puis, la rentabilité d'aujourd'hui n'est que factice pour demain. Donc, on ne peut pas croire qu'une rentabilité sera durable quand l'environnement est menacé. D'accord. Mais maintenant, on va revenir parce que ce que les pays industrialisés disent, que oui, nous pouvions faire ceci, mais d'autres pays en voie de développement comme le Congo, qu'est-ce que vous faites concrètement? Parce que vous voulez aussi développer, donc on détruit les forêts, la pêche, on ne respecte rien dans la pêche parce que les filets ne sont pas respectés, même les animaux dans la forêt on les tue tous. Qu'est-ce que vous faites aussi concrètement pour participer à l'effort mondial de réduction des émissions, à l'effort de gestion durable de l'environnement? Exactement. Bon, il y a au moins une chose dont nous pouvons immédiatement parler, c'est la gestion durable de nos forêts. Oui. Le gouvernement, donc le président de la République, depuis 1998, nous a instruits pour que nous mettions en place une stratégie, une politique nationale de gestion durable de la forêt congolaise. Nous l'avons fait. Au cœur de notre action se situe l'aménagement forestier. C'est-à-dire que chaque concession forestière doit disposer d'un plan d'aménagement et le mettre en œuvre. Le plan d'aménagement aujourd'hui, nous avons des orientations sur l'aménagement forestier qui sont appropriées par les forestiers. Plus de la moitié de la superficie concédée à l'exploitation forestière est aménagée. La deuxième moitié est en cours d'aménagement et nous considérons que d'ici à 2015, toutes les forêts de production seront aménagées et que la plupart d'entre elles auront obtenu des certificats, mais des certificats rigoureux comme FSI. Oui. Donc en gérant durablement nos forêts, nous réduisons la déforestation
Donc nous réduisons les émissions dues à la déforestation. Parce que un arbre a à peu près 50% de carbone. Et l'arbre qui est coupé libère les 50% de carbone dans l'air, sans compter d'autres gaz comme le méthane et ainsi de suite. En réduisant donc la déforestation, nous réduisons les émissions. Nous améliorons la séquestration de carbone par nos forêts. Et aujourd'hui, je peux dire que le président de la République qui a lancé le programme national d'afforestation et de reboisement sur les 10 prochaines années a voulu que nous puissions améliorer cette capacité de séquestration, cette capacité nationale de séquestration de carbone, que nous puissions réduire par le reboisement la pression qui s'exerce sur les forêts naturelles, que nous puissions par là même améliorer notre protection à la biodiversité, et que nous en assurions une meilleure utilisation, et ainsi de suite. Donc le reboisement, la gestion durable des forêts naturelles, l'affectation de 17% du territoire national aux aires protégées, et en grande partie, la grande partie de ces aires protégées est faite d'écosystèmes forestiers. C'est peut-être, je peux dire, 85-90% des aires protégées représentent les écosystèmes forestiers et parfois des forêts de production avec les meilleures essences possibles, les meilleures essences commerciales, mais qui ont intégré la conservation. Alors, vous voulez par là nous dire que il y a les essences qui peuvent être vendues, donc coupées, et vous ne le faites pas? Nous ne le faisons pas, et nous les avons mises sous cloche. Bon, vous êtes un pays en voie de développement. Est-ce que vous avez la capacité de contrôler ces 17% du territoire pour empêcher que il n'y a pas peut-être les abats de bois sauvages? Est-ce que vous êtes capable de... Est-ce que vous avez cette capacité, la technologie requise de protéger ces aires? J'avoue que nous n'avons pas de moyens suffisants pour assurer ce contrôle à 100%. La preuve, c'est que le braconnage sévit déjà dans les aires protégées. Il s'agit de remédier à cette lacune en se dotant de moyens financiers, matériels et humains plus importants pour que nous puissions assurer une meilleure préservation de notre patrimoine vert. Je parle là de la biodiversité dans les aires protégées, mais elle ne se situe pas que dans les aires protégées, elle est sur l'ensemble des écosystèmes naturels, les eaux, la mer, la savane, et ainsi de suite. Donc nous trouvons la biodiversité partout. Mais ici, il faut que nous apportions des moyens spécifiques pour lutter contre le braconnage, pour lutter contre les coupes illégales de bois. Même si ces coupes constituent un phénomène marginal dans le cadre de la production nationale de bois, mais elles existent quand même. Et avec le processus FLEGT, l'accord de partenariat volontaire que nous avons signé avec l'Union européenne concernant le respect des lois forestières, concernant la gouvernance forestière et concernant le commerce légal des bois, en principe, il ne doit pas avoir de bois illégal en circulation, ni sur le marché local, ni sur le marché européen, ni sur d'autres marchés internationaux en provenance du Congo. D'accord, mais autre chose, parce que ce que vous dites c'est bien beau, comment allez-vous donc faire pour les gens qui habitent, par exemple, dans ces forêts ou aux alentours, pour que, quand vous les empêchez, par exemple, de tuer des animaux, ce qu'on appelle le braconnage, quand vous les empêchez d'abattre le bois, est-ce que le gouvernement a un programme, par exemple, qui peut lier tout ça pour faire que les riverains ne souffrent pas des mesures que vous avez mises en place?
Premièrement, il est reconnu des droits d'usage aux populations riveraines pour qu'elles puissent se nourrir, se soigner, s'abriter à partir des ressources environnantes. Et ensuite, l'effort qu'il va falloir développer concerne la mise en place d'activités alternatives. Il faut que les populations puissent se livrer à de nouvelles activités, des activités économiques, des activités culturelles, que nous devons pouvoir promouvoir. Par exemple, l'artisanat dans ces zones-là mérite d'être développé. La pêche aussi dans une certaine mesure, là où cela est possible. La chasse sportive qui procure des revenus importants aux populations concernées. La chasse sportive, la chasse contrôlée, mais aussi d'autres activités économiques comme l'apiculture, la production de miel, l'agriculture elle-même pour l'autosubsistance, mais aussi peut-être pour commercer plus loin. Il y a beaucoup donc d'activités, y compris le commerce, pour ravitailler les populations qui sont dans des zones enclavées, et ainsi de suite. Ces activités qui sont un peu du domaine privé doivent être soutenues par les projets de conservation, mais aussi par le budget de l'État dans une certaine mesure. Ces budgets doivent être affectés aux aires protégées concernées pour qu'elles développent, elles aident les populations, soutiennent les populations à développer ces activités alternatives. D'accord. Est-ce que dans tout cela, le gouvernement, j'ai appris que vous avez aussi un programme de l'écotourisme. Est-ce que ce n'est qu'un programme, comme on dit, peut-être de campagne ou un effet d'annonce? Est-ce que c'est effectif sur le terrain? Si oui, est-ce qu'il y a une place ici au Congo que vous avez déjà commencé, vous avez mis les bases pour le développement de l'écotourisme? L'écotourisme fait partie justement de ces activités alternatives dont j'ai parlé, qui permettent de créer des emplois dans les aires protégées. Par exemple, les guides, les restaurateurs, l'entretien des pistes, et l'approvisionnement des zones ou bien des structures touristiques, donc des hôtels. Il faut que les touristes mangent plus des produits locaux que ce qui est importé, et ainsi de suite. Donc il faut créer ces conditions dans ces aires protégées en associant le secteur privé, la société civile, les populations elles-mêmes, pour qu'elles se livrent à des activités économiques intéressantes et qui accompagnent l'écotourisme. Nous avons lancé récemment le premier projet d'écotourisme à Odzala-Kokwa, développé avec le concours d'opérateurs sud-africains et allemands. Nous voudrions que ce projet pilote puisse servir au développement de l'écotourisme dans d'autres sites comme Nwabalendoki, Konkwati-Douli, Lac-Télé. Nous venons de créer un nouveau parc national. Ok, merci monsieur le ministre, on va avoir une interruption publicitaire et quand on va revenir, on va encore reparler un peu sur le développement de l'économie, le développement durable et l'écotourisme, et aussi nous allons parler aussi de l'aspect politique, mais on va revenir sur Doha et le programme de RED 2 et d'autres aspects sur le développement durable et aussi l'économie forestière plus développée et plus poussée dans un instant.